Lorsque Manon Dubois, femme d'affaires de 35 ans à la tête d'un réseau de concessions automobiles de luxe et l'une des femmes les plus riches de Lyon, amena sa voiture de sport haut de gamme rouge pour un contrôle technique dans un petit garage de campagne en Normandie, elle était loin de s'imaginer ce qui allait se produire. Elle ne pouvait anticiper que sa fille de 6 ans, Léa, une enfant qui n'avait jamais prononcé le moindre mot de toute son existence, une fillette examinée par les plus grands médecins du monde, pour laquelle des millions d'euros avaient été dépensés sans le moindre résultat, s'approcherait soudainement d'un simple mécanicien en combinaison de travail, lui prendrait la main et, pour la toute première fois de sa vie, prononcerait un mot. Un seul et unique mot. Un mot si puissant, si inattendu, qu'il ferait lâcher son téléphone à sa mère et la ferait s'effondrer en larmes au beau milieu de l'atelier. Car ce mot allait tout changer, leur vie, leur conception du bonheur, et leur perspective sur ce qui compte vraiment en ce monde. Léa Dubois était née dans la clinique la plus prestigieuse de Lyon, dans une chambre privée qui ressemblait davantage à une suite de palace 5 étoiles qu'à une chambre d'hôpital. Sa mère, Manon, n'était pas encore la multimillionnaire qu'elle était devenue, elle était simplement une femme d'affaires talentueuse qui commençait à peine à bâtir son empire. Son père, Nicolas Dubois, était son partenaire en affaires et son mari. Tous deux attendaient cet enfant comme le plus grand bonheur de leur vie. L'accouchement s'était déroulé sans la moindre complication. La petite fille était née en parfaite santé, 3,2 kg, 51 cm. Tous les indicateurs étaient au vert. Les médecins souriaient, les infirmières s'extasiaient, et les parents pleuraient de joie. Tout était absolument parfait. Mais lorsque Léa atteignit son premier anniversaire, ses parents commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. La petite ne babillait pas, n'essayait pas de répéter les sons, ne réagissait pas à son nom comme les autres enfants de son âge. Elle observait le monde avec ses grands yeux bleus, elle souriait, jouait avec ses peluches, mais elle restait silencieuse. Un silence total, absolu. Le premier médecin leur conseilla de patienter, expliquant que chaque enfant se développe à son propre rythme. Le deuxième prescrivit une batterie d'examens. Le troisième les orienta vers des spécialistes. À l'âge de 2 ans, Léa avait déjà consulté une dizaine de médecins, pédiatres, neurologues, orthophonistes, psychologues. Tous restaient perplexes. Physiquement, la petite fille était en parfaite santé. Son oui était normal, son intelligence vive. Elle comprenait parfaitement ce qu'on lui disait, exécutait les demandes, communiquait par des gestes, mais ne produisait aucun mot, aucun son. Le diagnostic tomba comme une sentence, mutisme sélectif d'étiologie indéterminée. Les médecins expliquèrent qu'il s'agissait d'un trouble psychologique, l'enfant est physiquement capable de parler mais, pour une raison inconnue, ne le fait pas. Les causes pouvaient être multiples, un traumatisme, un stress intense, une particularité développementale. Dans le cas de Léa, aucune cause ne put être identifiée. Elle était simplement silencieuse, et personne ne savait pourquoi. Manon et Nicolas refusèrent de baisser les bras. Ils emmenèrent leur fille consulter les plus grands spécialistes en Europe, en Amérique, en Israël. Ils dépensèrent des centaines de milliers d'euros en consultations, en thérapie, en méthodes expérimentales. Ils essayèrent absolument tout, de l'orthophonie classique à la delphinothérapie, de l'hypnose à la musicothérapie. Rien ne fonctionnait. Léa restait obstinément silencieuse. Quand la petite fille eut 4 ans, Nicolas partit. Il dit qu'il n'en pouvait plus. Il ne supportait plus de voir une enfant silencieuse, de vivre avec ce rappel constant du problème, de ne jamais pouvoir être un père pour une fille qui ne lui dirait jamais « papa ». Manon ne chercha pas à le retenir. Elle comprit qu'un homme qui abandonne son propre enfant parce qu'il n'est pas parfait ne méritait pas de rester à leur côté. Elle se retrouva seule avec sa fille. À cette époque, son entreprise avait pris une ampleur considérable. Le réseau de concessions générait des revenus stables, puis des millions, puis des dizaines de millions. Manon travaillait 20 heures par jour, bâtissant son empire tout en élevant une enfant aux besoins si particuliers. Léa avait les meilleurs nounous, les meilleurs tuteurs, les meilleurs médecins. Elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter, à l'exception d'une voix. La voix, elle, n'avait pas de prix. À 6 ans, Léa était devenue une petite fille calme et pensive, avec de longs cheveux blonds et des yeux de la couleur du ciel de printemps. Elle communiquait par gestes, comprenait tout ce qu'on lui disait, apprenait à lire et à écrire. Elle était intelligente, observatrice, douce. Mais silencieuse. Et chaque jour de ce silence était pour Manon une nouvelle blessure, un couteau dans le cœur. Elle avait cessé d'espérer,
cessait de croire qu'elle entendrait un jour la voix de sa fille. Elle avait fini par accepter cette réalité comme un fait accompli, une partie intégrante de sa vie. Elle avait appris à comprendre Léa sans les mots, par un regard, un geste, une expression. Elles avaient créé leur propre langage, leur propre monde, un univers où les mots n'étaient pas nécessaires. Mais quelque part, au plus profond de son âme, dans le recoin le plus secret de son cœur, Manon attendait encore. Elle attendait un miracle qui, elle le savait, ne pourrait jamais se produire. Ce jour-là commença comme tous les autres. Manon se réveilla à 6 heures du matin dans son appartement luxueux d'un quartier chic de Lyon. 200 mètres carrés, des baies vitrées panoramiques offrant une vue imprenable sur la ville et le Rhône. Léa dormait dans la chambre voisine, serrant contre elle un ours en peluche qu'elle ne quittait jamais depuis l'âge de 2 ans. Manon avait un emploi du temps surchargé, réunion avec des investisseurs à 10 heures, négociation pour une nouvelle concession à midi, déjeuner de charité à 15 heures. Une journée typique pour une femme d'affaires à succès, planifiée à la minute près. Mais aujourd'hui, une tâche supplémentaire s'était ajoutée, amener sa voiture de sport au garage. Le moteur connaissait des ratés depuis une semaine et le concessionnaire officiel était complet pour le mois à venir. Son assistante avait trouvé un petit garage de campagne en Normandie avec d'excellents avis. Un établissement modeste mais réputé pour son sérieux et l'honnêteté de ses artisans. Manon n'avait pas l'habitude de fréquenter ce genre d'endroit, mais elle n'avait pas le choix. Elle avait besoin de sa voiture de toute urgence. Le problème était que la nounou était tombée malade. Il n'y avait personne pour garder Léa. Les grands-parents vivaient dans une autre région. Et Manon n'avait pas d'amis à qui elle aurait pu confier sa fille pour quelques heures, son travail ne lui laissait aucun répit pour l'amitié. Elle dut donc emmener Léa avec elle. Léa était assise sur le siège arrière de la voiture de sport, une petite silhouette dans une robe rose, un bandeau assorti dans les cheveux. Elle regardait par la fenêtre la ville qui défilait, et Manon, en l'observant dans le rétroviseur, ressentit une fois de plus cette douleur familière. La douleur de ne pas pouvoir offrir à son enfant ce dont elle avait le plus besoin. Le petit garage de campagne en Normandie était niché au cœur d'une zone rurale pittoresque, loin de l'agitation de Lyon. Des bâtiments en pierre grise, des clôtures de bois, des tracteurs sur les routes de terre. La voiture de sport rouge vif semblait être un oiseau exotique égaré dans un poulailler. Manon se gara devant le portail surmonté d'une enseigne peinte à la main, Garage Martin et Fils, et sortit, tenant la portière pour Léa. La petite fille descendit et regarda autour d'elle, ses grands yeux remplis de curiosité. Elle avait rarement l'occasion de se trouver dans des endroits comme celui-ci, dans le monde des gens ordinaires et des choses simples. Manon lui prit la main et la conduisit vers l'entrée. À l'intérieur, une odeur prégnante d'huile de moteur, de caoutchouc et de métal flottait dans l'air. Des outils de toutes sortes étaient accrochés au mur, et des bidons de liquides divers s'alignaient sur des étagères. Dans un coin, une vieille télévision diffusait un match de rugby. Un garage typique, comme il en existe des milliers à travers la France. Derrière un comptoir en bois usé se tenait un homme âgé, sans doute le réceptionniste, Henri Fournier. Son regard passa de Manon au tailleur coûteux, sac Chanel, montre Cartier à la voiture de sport rutilante derrière la vitre, puis de nouveau à Manon. Dans ses yeux, elle eut cette expression qu'elle connaissait si bien, un mélange de respect et de méfiance que les gens riches inspirent souvent aux moins fortunés. Manon expliqua le problème, le moteur tout sautait au ralenti, un voyant s'allumait. Henri Fournier hocha la tête et annonça qu'il allait appeler un mécanicien. Une minute plus tard, un homme émergea du fond de l'atelier. Il devait avoir une trentaine d'années. Cheveux bruns coupés courts, barbe soignée, un t-shirt gris sous sa combinaison de travail. Il était grand, large d'épaules, avec des mains fortes gantées de cuir. Un sourire franc et sincère illuminait son visage, pas le sourire forcé du service client, mais un vrai sourire. Il s'appelait Léo Martin. 31 ans, le meilleur mécanicien du garage, l'homme qui, dans quelques minutes, allait changer à jamais la vie d'une petite fille et de sa mère. Léo jeta un œil à la voiture, puis à Manon, et remarqua enfin la petite fille qui se cachait derrière sa mère. Son regard s'attarda sur l'enfant. Non pas parce qu'elle était la fille d'une cliente fortunée, mais parce que dans ses yeux, il reconnut quelque chose de familier, la solitude. Cette solitude si particulière que l'on ne trouve que chez les enfants qui sont, d'une manière ou d'une autre, différents des autres. Il s'accroupit pour se mettre à son niveau. C'était un geste instinctif. Léo faisait toujours cela avec les enfants. Il se souvenait à quel point il détestait, dans son enfance,
que les adultes le regardent de haut, comme s'il était inférieur. Léo lui demanda comment elle s'appelait. La petite fille ne répondit pas, se contentant de le fixer de ses immenses yeux bleus. Manon intervint. Elle expliqua que sa fille ne parlait pas, qu'elle souffrait de mutisme, qu'elle comprenait tout mais ne pouvait pas parler. Dans la voix de la mère, on sentait cette note défensive habituelle, celle qui apparaît lorsqu'on explique la même chose pour la 100e fois, lorsqu'on s'attend à de la pitié ou à de la gêne, lorsqu'on se prépare à entendre un énième « Je suis tellement désolé » ou « Avez-vous essayé ceci ?» Mais Léo ne dit rien de tout cela. Il se contenta de hocher la tête et de sourire à la petite fille. Il lui dit que ce n'était pas grave, que lui aussi était resté longtemps sans parler. Non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il ne le voulait pas. Le monde lui paraissait trop bruyant, trop chaotique, et le silence était sa façon de s'en protéger. Manon resta figée. Ce n'était pas du tout la réaction qu'elle attendait d'un mécanicien inconnu. Léo continuait de regarder Léa. Il dit qu'il avait quelque chose à lui montrer. Si sa maman était d'accord, bien sûr. Quelque chose de spécial, qui plaisait aux enfants silencieux. Manon ne savait que répondre. Elle regarda sa fille. Léa fixait le mécanicien avec une expression que sa mère ne lui avait jamais vue. Ni peur, ni méfiance. De la curiosité, une curiosité vive et intense. Manon acquiesça. D'accord, mais pas longtemps. Je dois récupérer la voiture et me rendre à ma réunion. Léo se releva et tendit la main à la petite fille. Léa regarda sa mère. Manon hocha la tête. Léa plaça sa petite menotte dans la grande main gantée du mécanicien. Ils s'enfoncèrent dans l'atelier, passant devant des voitures surélevées sur des ponts, des étagères de pièces détachées, et d'autres mécaniciens qui les suivaient de regards étonnés. Manon les suivait, ne comprenant pas ce qui se passait, mais curieusement, sans ressentir la moindre anxiété. Dans le coin le plus reculé de l'atelier, derrière une cloison, se trouvait un petit espace aménagé en coin repos, un vieux canapé, une table avec une bouilloire électrique, quelques chaises. Et là, Manon n'en crut pas ses yeux, une étagère entière remplie de voitures miniatures. Des centaines de petits véhicules, parfaitement alignés par marque, par couleur, par taille. Léo expliqua que c'était sa collection. Il avait commencé à la rassembler dans son enfance, à l'époque où il ne parlait pas. Les petites voitures étaient ses amies. Elles n'exigeaient pas de mots, ne posaient pas de questions, ne le regardaient pas avec pitié. Elles étaient simplement là. Léa s'approcha de l'étagère et s'arrêta, incapable de détacher son regard. Ses yeux brillaient comme Manon ne les avait jamais vus briller. La petite fille tendit la main et, avec une précaution quasi religieuse, toucha une minuscule voiture de sport rouge, la réplique exacte de celle de sa mère. Léo s'accroupit à côté d'elle. Il retira ses gants et prit une voiture sur l'étagère. Un petit camion bleu, usé par le temps. Il expliqua que c'était sa toute première voiture. Un cadeau de son père, quand il avait 3 ans. À cette époque, il parlait encore. Mais il s'était tu lorsque son père était parti. Il était resté silencieux pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il comprenne que les mots ne sont pas une obligation, qu'il faut parler quand on en a envie, et non quand les autres l'attendent de vous. Manon se tenait sur le seuil, écoutant. Son cœur se serrait à chaque mot de cet inconnu qui semblait comprendre sa fille mieux que des dizaines de médecins et de psychologues. Léo plaça le petit camion dans les mains de Léa. Il dit qu'il le lui offrait, parce que les enfants silencieux ont besoin d'amis spéciaux. Des amis qui n'exigent pas de mots. Léa le regarda. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Plus que de la curiosité. Une connexion, une compréhension, une reconnaissance. Et c'est alors que cela se produisit. Léa ouvrit la bouche. Manon avait vu cette scène des centaines de fois. Sa fille ouvrait souvent la bouche, comme pour dire quelque chose, puis la refermait, et les mots ne venaient jamais. Les médecins appelaient cela des tentatives de vocalisation infructueuses. Manon appelait cela un espoir qui, à chaque fois, se brisait sur le mur du silence. Mais cette fois, c'était différent. Manon vit sa fille prendre une inspiration. Elle vit ses lèvres se mouvoir. Elle entendit un son s'échapper de sa gorge, un son faible, rauque, inhabituel pour une voix inutilisée depuis 6 ans. Léa prononça un mot. Un seul mot, murmuré, à peine audible, mais parfaitement clair. Elle dit « merci ».
Manon laissa tomber son téléphone. L'appareil heurta le sol en béton avec un bruit sourd, mais elle ne l'entendit pas. Elle n'entendait rien d'autre que ce mot qui résonnait en écho dans sa tête. Merci, merci, merci. La voix de sa fille. Une voix qu'elle n'avait jamais entendue. Une voix que les médecins disaient qu'elle n'entendrait peut-être jamais. Manon tomba à genoux, là, sur le sol sale du garage, et elle pleura. Pas des larmes silencieuses et contenues, comme il sied à une femme d'affaires accomplie. Elle pleura bruyamment, à sanglots étouffés, comme pleurent les gens lorsque le mur qu'ils ont bâti pendant des années finit par s'effondrer. Léa se tourna vers sa mère. La surprise se lisait sur son visage. Elle ne comprenait pas pourquoi sa maman pleurait. Avait-elle fait quelque chose de mal? Manon tendit les bras et sa fille courut vers elle. Manon la serra dans ses bras, plus fort que jamais, et à travers ses larmes, elle répétait « Tu as parlé, ma chérie, tu as dit un mot. Tu parles, tu peux parler. » Léo se tenait à côté, ne sachant que faire. Il ne s'attendait pas à cela. Il ne s'attendait pas à ce que ces mots, sa collection, son petit cadeau puissent provoquer une telle réaction. Il voulait simplement montrer à une petite fille silencieuse qu'il était normal d'être silencieux, que le silence n'était pas une condamnation. Mais il avait fait bien plus. Il lui avait donné la permission. La permission de parler quand elle le voulait, et non quand on l'attendait d'elle. La permission d'être elle-même. Et c'était manifestement ce dont elle avait eu besoin toutes ces années. Manon leva la tête et regarda le mécanicien. Son visage était inondé de larmes. Son maquillage avait coulé, son tailleur coûteux était taché par la poussière du sol, mais elle s'en fichait. Pour la première fois depuis des années, son apparence lui était totalement indifférente. Elle voulut dire merci, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Ironie du sort. C'était maintenant elle qui ne pouvait plus parler. Léo comprit. Il s'accroupit près d'elle et de Léa et dit que tout allait bien, que ce n'était que le début, que maintenant que la brèche était ouverte, les mots viendraient. Peut-être pas tout de suite, peut-être lentement, mais ils viendraient. Léa, tenant toujours le petit camion bleu dans ses mains, le regarda, sourit, et prononça un autre mot. Doucement, avec hésitation, mais clairement, elle dit « ami ». Plus tard, lorsque Manon eut repris ses esprits, après s'être lavé le visage à l'eau froide dans les toilettes du garage, tandis que Léa était assise sur le vieux canapé, jouant avec les petites voitures de la collection de Léo, prononçant parfois quelques mots, rouge, grande, jolie, Manon demanda au mécanicien de lui parler de lui. Elle ne pouvait pas simplement partir, faire comme si rien ne s'était passé. Cet homme avait accompli un miracle. Un miracle que les meilleurs médecins du monde n'avaient pas réussi à accomplir avec des millions d'euros. Elle devait comprendre comment. Léo raconta son histoire. Il était né dans un village isolé du Massif central, un endroit froid, pauvre, oublié de Dieu et du gouvernement. Son père travaillait à l'usine, sa mère était aide-soignante à l'hôpital. Il vivait modestement, mais heureux. Et puis, son père était parti. Un matin, il avait simplement dit qu'il n'en pouvait plus, qu'il voulait une autre vie, et il était parti pour la ville. Il ne l'avait jamais revu. Léo avait alors 5 ans. Après le départ de son père, il s'était tu. Pas à cause d'un traumatisme au sens médical du terme. Il ne voyait tout simplement plus l'intérêt des mots. À quoi bon parler si les mots ne peuvent pas retenir la personne que vous aimez? À quoi bon parler si les adultes ne vous écoutent pas de toute façon? Pendant 2 ans, il ne prononça pas un seul mot. Sa mère l'emmena voir les médecins disponibles dans leur village, mais il se contentait de hausser les épaules. Il disait d'attendre, que ça lui passerait. Il n'avait pas les moyens pour un traitement sérieux. C'est son grand-père, Jean-Pierre Martin, qui le sauva. Un vieil homme qui avait été mécanicien toute sa vie. Quand sa mère partait au travail, elle laissait Léo chez son grand-père, qui l'emmenait avec lui à son atelier. Jean-Pierre n'essaya jamais de le forcer à parler, ne l'emmena pas chez des médecins, ne le regarda jamais avec pitié, ne lui demanda jamais « Alors, quand est-ce que tu vas te décider à parler ?» Il travaillait, tout simplement, réparant des voitures, bricolant des moteurs. Et Léo était là, à ses côtés. Il regardait, apprenait, aidait quand il le pouvait. L'atelier était un havre de paix. L'odeur d'huile, le son des outils, le murmure de la radio. Les machines n'exigeaient pas de mots.
Elles exigeaient de la compréhension, de la patience, des mains habiles, mais pas de mots. Et Léo comprit qu'il existait des endroits dans le monde où le silence était la norme, où l'on pouvait être soi-même sans faire semblant. Un jour, son grand-père travaillait sous un vieux camion quand quelque chose tourna mal. Le cric se mit à glisser, le véhicule pencha dangereusement. Léo vit la scène et cria. Le premier son en 2 ans. Il cria « Papy ». Le vieil homme eut juste le temps de rouler sur le côté une seconde avant que le camion ne s'écrase à l'endroit exact où il se trouvait. Après cet événement, Léo recommença à parler. Pas tout de suite, pas avec aisance. Les mots revenaient lentement, prudemment, comme s'il testait le terrain pour s'assurer qu'il n'y avait aucun danger. Mais ils revenaient, et chaque nouveau mot était une victoire. Jean-Pierre était mort quand Léo avait 17 ans, lui laissant son atelier et sa collection de petites voitures, celle-là même qui trônait maintenant sur l'étagère. Léo vendit l'atelier, déménagea à Lyon pour suivre une formation de mécanicien professionnel, trouva ce travail en Normandie, et emporta la collection avec lui. C'était tout ce qui lui restait de son grand-père, de son enfance, de cette époque où il était un petit garçon silencieux qui ne croyait pas aux mots. Manon écoutait et comprenait. Elle comprenait pourquoi cet homme avait réussi là où tous les autres avaient échoué. Il n'avait pas essayé de guérir Léa, pas essayé de la forcer à parler. Il lui avait simplement montré que le silence n'est pas une maladie, que le calme n'est pas une prison, et que les mots viendraient quand elle serait prête. Et cette permission, cette acceptation, cette compréhension, s'était avérée être la clé qui avait ouvert une serrure verrouillée depuis 6 ans. Elle demanda s'il pouvait revenir. Pas pour la voiture. Pour Léa. Pour que la petite fille puisse revoir la personne qui la comprenait si bien. Léo sourit et répondit que sa porte serait toujours ouverte pour les enfants silencieux et leur maman. Une année s'écoula. Une année qui changea tout pour Manon, pour Léa, et pour Léo. Léa parlait. Pas aussi couramment que les autres enfants de son âge, pas aussi vite et facilement, mais elle parlait. Les mots lui venaient lentement, chacun étant une petite victoire. D'abord des mots isolés, puis de courtes phrases, puis des propositions complètes. Les orthophonistes qui la suivaient maintenant disaient que ses progrès étaient stupéfiants, que de tels cas étaient rares, que le mutisme persistait généralement des années même après une première percée. Mais Manon savait que le mérite ne revenait pas aux orthophonistes. Il revenait à ce petit camion bleu que Léa ne quittait toujours pas, à cet homme qui lui avait offert bien plus qu'un jouet, la permission d'être elle-même. Manon avait annulé sa réunion avec les investisseurs ce jour-là, il y a 1 an. Elle avait annulé tous ses rendez-vous et passé la journée au garage, assise sur le vieux canapé à côté de sa fille et d'un mécanicien inconnu qui, finalement, ne l'était pas tant que ça. Ils avaient parlé, ou plutôt, Léo avait raconté des histoires de voitures, de son grand-père, de son enfance. Léa écoutait, ajoutant parfois un mot ou deux, et Manon était simplement là, sentant quelque chose changer profondément en elle. Elle revint encore et encore. D'abord sous le prétexte de récupérer sa voiture, bien qu'elle fût prête le jour même. Puis sous le prétexte que Léa le demandait. Puis, sans plus aucun prétexte. Elle venait simplement parce qu'elle voulait voir cet homme qui comprenait sa fille mieux que quiconque au monde. 3 mois plus tard, ils commencèrent à se voir en dehors du garage. Des promenades dans les parcs, des déjeuners dans des bistrots simples, pas les restaurants chics que Manon avait l'habitude de fréquenter, mais des endroits authentiques où la nourriture sentait bon le fait maison et où les gens souriaient sans raison, pas parce que vous étiez riche. 6 mois plus tard, Léo emménagea avec elle. Pas dans l'appartement de Lyon. Manon l'avait vendu. Ils avaient acheté une maison de campagne en Provence, avec un grand garage où Léo pouvait travailler sur des voitures et un jardin où Léa pouvait jouer. La collection de petites voitures déménagea avec eux et trônait désormais dans la chambre de Léa. Des centaines de petits véhicules, chacun témoin d'un long silence et de premiers mots hésitants. Manon transforma son entreprise. Elle ne la vendit pas, mais en délégua la gestion à ses directeurs, ne gardant pour elle que les décisions stratégiques. L'argent n'était plus son objectif principal. Son objectif principal était devenu le temps. Le temps avec sa fille, le temps avec l'homme qu'elle aimait. Le temps pour une vie qu'elle avait failli manquer en courant après les millions. Nicolas, son ex-mari, apprit que Léa parlait et tenta de revenir. Il appela, écrivit, demanda à la voir. Manon ne répondit jamais. Un homme qui abandonne son enfant parce qu'il n'est pas parfait ne méritait pas de faire partie de leur nouvelle vie. Léo quitta son emploi au garage.
Manon lui proposa d'ouvrir son propre atelier, un vrai, grand, avec un équipement moderne. Il refusa d'abord, disant qu'il ne voulait pas de son argent, qu'il ne voulait pas être entretenu. Elle lui expliqua que ce n'était pas un cadeau, mais un investissement dans un homme en qui elle avait confiance, un homme qui avait sauvé sa fille. L'atelier ouvrit 9 mois plus tard, un établissement modeste en périphérie de la ville, mais avec tout le nécessaire. Léo l'appela « le havre du silence », en souvenir de ces années de mutisme qui lui avaient appris à comprendre la quiétude. Dans l'atelier, il y avait un coin pour les enfants, avec des petites voitures, des jouets, des livres. Un endroit où les parents pouvaient laisser leur enfant pendant que leur voiture était en réparation. Un endroit où les enfants silencieux pouvaient se sentir normaux. Un soir, 1 an après leur première rencontre, ils étaient tous les 3 assis sur la terrasse de leur maison en Provence. Le soleil se couchait derrière les arbres, l'air embaumait l'herbe coupée et la pluie imminente. Léa jouait par terre avec ses petites voitures. Elle les aimait toujours plus que n'importe quel autre jouet. Elle leur parlait doucement, presque en chuchotant, mais elle parlait, inventant des histoires, leur donnant des noms, créant des mondes entiers. Manon regardait sa fille et sentit une larme couler sur sa joue. Pas une larme de tristesse, mais de bonheur, de prise de conscience de la fragilité du fil sur lequel leur destin s'était joué. Si elle était allée dans un autre garage ce jour-là, si la nounou n'était pas tombée malade, si Léo avait travaillé à un autre horaire. Tant de « si », et n'importe lequel d'entre eux aurait pu signifier qu'ils ne se seraient jamais rencontrés. Léo lui prit la main. Il ne dit rien. Il connaissait le prix du silence et la valeur des mots. Il savait quand les mots étaient nécessaires, et quand il suffisait d'être là. Léa leva la tête et les regarda. Elle sourit, de ce sourire que Manon ne voyait que maintenant, depuis ce jour au garage. Le sourire d'une enfant qui n'a plus peur. Et elle dit, non plus en chuchotant, non plus avec prudence, mais d'une voix d'enfant claire et normale, « Maman, Léo, je vous aime. » Manon se remit à pleurer. Léo les attira toutes les deux contre lui. La petite fille en robe rose et la femme qui avait cru un jour que l'argent pouvait tout résoudre. L'argent n'avait rien résolu. Les médecins à des millions d'euros n'avaient rien pu faire. C'est un simple mécanicien dans un garage ordinaire qui avait tout changé. Un homme qui comprenait le silence parce qu'il avait lui-même été un enfant silencieux. Un homme qui n'avait pas offert à une petite fille un traitement, mais l'acceptation. Pas une thérapie, mais de l'amour. Dehors, la pluie se mit à tomber, une pluie d'été, chaude, sentant la fraîcheur et le renouveau. Léa sursauta et courut à la fenêtre, le nez collé contre la vitre. Elle s'écria, « Regardez, un arc-en-ciel !» Et ils regardèrent ensemble, tous les 3, comme une famille. Une famille née du silence et qui avait appris à chérir chaque mot.